Un soir chaud de mai en 1991, alors que la ville se préparait aux célébrations du jour de commémoration, un incident mystérieux s'est produit à la fête foraine locale. Un garçon de 5 ans semblait s'être volatilisé, laissant sa famille désespérée. Malgré des recherches approfondies, aucune trace de l'enfant n'a pu être trouvée. Avec le temps, l'enquête s'est essoufflée, mais des années plus tard, un rebondissement inattendu a apporté de la lumière sur cette histoire mystérieuse. L'histoire a commencé bien avant cet incident. Michelle Lozinski, originaire du New Jersey, a grandi dans une famille avec 3 frères et sœurs. À 16 ans, lorsqu'elle rendait visite à son frère aîné dans la petite ville de Walker, elle a rencontré George Whitney. Leur relation s'est rapidement développée. Et, 1 an plus tard, le 6 août 1985, alors que Michelle venait d'avoir 17 ans, son fils Timothy est né, affectueusement appelé Timmy. Cependant, l'idylle familiale n'a pas duré longtemps. 6 mois après la naissance du bébé, Michelle a déménagé avec l'enfant chez sa sœur dans le sud de l'État. Elle a quitté l'école et a commencé à accepter des emplois mal payés pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Bientôt, la jeune mère a emménagé dans son propre appartement pour concilier travail et soins pour Timmy. La vie de Michelle n'était pas facile. Elle avait des difficultés dans sa vie privée car de nombreux hommes n'étaient pas prêts à assumer la responsabilité d'un enfant étranger. La situation s'est aggravée au début de 1990, lorsque la sœur et le beau-frère de Michelle, ses principaux aides pour s'occuper de Timmy, ont déménagé dans un autre État. Pour Michelle, il est devenu encore plus difficile de remplir ses obligations. Elle arrivait souvent en retard au travail et emmenait parfois son fils avec elle. Lorsque Timmy est entré à l'école primaire, il a également eu des problèmes d'assiduité et de ponctualité. Malgré les difficultés de la vie, Michelle était connue comme une mère attentionnée et prévenante. Elle s'efforçait toujours de fournir à son fils tout ce dont il avait besoin et avait même économisé de l'argent pour son éducation à la prestigieuse école privée Saint Maria. Le vendredi 25 mai 1991, la veille du Memorial Day, Michelle prévoyait de participer aux festivités dans le parc Kennedy de la ville voisine de Say-Ariel avec son fils de 5 ans, Timmy. La journée devait commencer par des courses le matin et se terminer le soir par une visite au carnaval avec son fils et sa petite nièce. Cependant, la soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Michelle est arrivée au carnaval vers 19h30 sans sa nièce et n'avait pas informé sa mère du changement de plan. Selon Michelle, elle a perdu Timmy de vue lorsqu'elle a été brièvement distraite pour acheter une boisson. Michelle a rencontré sa nièce de 13 ans, Jennifer Blair, et son amie au carnaval, et leur a raconté, inquiète, ce qui s'était passé. Peu de temps après, tous les 3 se trouvaient au poste de police pour signaler la disparition du garçon. La police a reconnu la gravité de la situation et a immédiatement commencé une recherche à grande échelle. Malgré les efforts conjoints de la police, des pompiers, des équipes cynophiles et de nombreux bénévoles, Timmy n'a pu être trouvé ni sur le site du carnaval, ni dans les environs. L'opération de recherche a duré jusque tard dans la nuit, puis a été interrompue jusqu'au matin. Avec les premiers rayons de soleil, les efforts pour retrouver le disparu ont repris avec une nouvelle vigueur. Plus de 300 bénévoles ont ratissé le parc et les zones environnantes. Des ressources aériennes et aquatiques ont été mobilisées. À midi, les enquêteurs ont conclu que d'autres recherches dans cette zone étaient inutiles. Le jour de l'incident, les forces de l'ordre ont fouillé minutieusement la voiture et la maison de Michelle dans l'espoir de trouver des indices, mais sans succès. Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé le père du jeune Timmy et les anciens compagnons de Michelle. Tous les 3 ont cependant été exclus de la liste des suspects en raison de confirmations irréfutables de leur lieu de résidence au moment de l'incident. L'interrogatoire des employés et des visiteurs de l'événement
n'a donné aucun résultat significatif. Un groupe de jeunes a affirmé avoir vu quelqu'un correspondant à la description du disparu jusqu'à sa disparition. Un témoin a rapporté qu'elle avait parlé brièvement avec Michel peu avant l'incident et qu'elle était seule à ce moment-là. La photo du garçon est apparue sur les cartons de lait où figurent généralement des informations sur les enfants disparus. Les enquêteurs étaient perplexes quant à la façon dont un enfant pouvait disparaître inaperçu dans une foule si dense. La situation a pris une tournure inattendue après une conversation avec la mère du disparu. Michel a rapporté qu'elle avait laissé son fils dans la file d'attente vers 7 heures du soir pour acheter une boisson. Et à son retour, il avait déjà disparu. Elle a également raconté qu'ils avaient joué au football et visité une ferme pédagogique avant de se rendre à la fête. Bien que l'endroit où le fils de Michel aurait disparu soit, selon les données officielles, inaccessible ce jour-là. Les interrogatoires d'amis et de voisins n'ont donné aucun résultat. Personne n'avait vu le garçon ce matin-là. Environ une semaine après l'incident, Michel a de nouveau parlé aux enquêteurs. Elle a répété son histoire initiale sur la façon dont elle avait perdu Timmy de vue en allant chercher un verre. Mais quelques jours plus tard, sa version a soudainement changé. Dans son nouveau récit, Michel a mentionné 2 étrangers, un homme plus âgé et un plus jeune, qui auraient emmené Timmy. Elle a affirmé avoir tenté d'intervenir, mais l'homme plus âgé aurait menacé de faire du mal au garçon. Mais le soir même, Michel est allé au commissariat et a avoué avoir inventé cette histoire sous la pression des attentes publiques. Cependant, la série de déclarations étranges ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, lors d'une autre conversation avec les enquêteurs, Michel a présenté une version totalement nouvelle des événements. Cette fois, une certaine Hélène est apparue dans son récit, une femme que Michel connaissait par son travail à la banque. Selon Michel, Hélène, accompagnée de 2 hommes et d'une femme, aurait proposé de s'occuper de Timmy pendant que sa mère allait chercher un verre. À son retour, Michel a constaté que tous, y compris son fils, avaient disparu. Comme explication du fait qu'elle ne l'avait pas dit plus tôt, Michel a invoqué sa peur pour la sécurité de sa famille. Ces changements constants dans ses déclarations ont seulement compliqué l'affaire et laissé les enquêteurs dans l'incertitude quant à ce qui était vraiment arrivé à Timmy. Pendant l'enquête sur la disparition mystérieuse du petit Timothée, les autorités judiciaires décidèrent de recourir à une méthode inhabituelle. Ils demandèrent à l'ancien partenaire de Michel, la mère du garçon, d'enregistrer secrètement leur conversation. Cependant, cette tentative ne donna pas les résultats escomptés. Michel se contenta de répéter l'histoire déjà racontée à propos d'une certaine Hélène. Une semaine plus tard, un autre entretien eut lieu avec Michel. Cette fois, elle compléta son histoire avec de nouveaux détails et mentionna un incident désagréable avec un étranger. Les enquêteurs, doutant de la véracité de ses paroles, décidèrent de ruser. Ils lui parlèrent d'un groupe de malfaiteurs soi-disant actifs dans la région, dont les méthodes correspondaient à celles qu'elle avait décrites. Michel, tombant dans le piège, raconta que Timothée pourrait être ramené dans 1 mois, à condition qu'elle garde le silence. Mais lorsque les enquêteurs commencèrent à préciser des détails, Michel interrompit soudainement la conversation et quitta la pièce. Cet entretien renforça les soupçons contre Michel, d'autant plus qu'elle échoua 2 fois au test du détecteur de mensonges. Par la suite, elle refusa de collaborer davantage avec les enquêteurs. Malgré des déclarations contradictoires, il n'y avait aucune preuve concrète contre elle, et l'enquête continua dans toutes les directions possibles. 5 mois après la disparition de Timothée, il y eut un rebondissement inattendu. Dan O'Malley, un enseignant local, découvrit des chaussures d'enfant dans le parc Hunter, similaires à celles que le garçon portait le jour de sa disparition. Lorsque cette découverte fut montrée à Michel, elle nia d'abord toute ressemblance avec les chaussures de son fils. Mais après que l'information eut fuité dans la presse,
et attirer l'attention du public, Michel changea soudainement d'avis et admit qu'il pouvait s'agir des chaussures de Timothée. La police mena une enquête approfondie sur le lieu de la découverte, mais ne trouva aucun autre indice. Cet événement attira de nouveau l'attention du public sur la disparition mystérieuse du petit Timothée, mais n'avança malheureusement pas les investigations vers la résolution du mystère. Presque un an après la disparition mystérieuse, l'équipe d'enquête décida de fouiller à nouveau l'endroit où la chaussure avait été trouvée précédemment. À la surprise générale, ils découvrirent presque immédiatement une seconde chaussure près du premier lieu de découverte. En poursuivant leurs recherches, ils tombèrent sur quelque chose qui fit battre leur cœur à tout rompre. Des restes qui étaient probablement ceux de la personne recherchée. À côté de cette triste découverte se trouvait une pelle, des tailles d'oreiller, une grande couverture bleue et d'autres objets. L'état des restes ne permettait pas de déterminer la cause exacte des événements, mais les experts confirmèrent qu'ils appartenaient à la personne disparue. Lorsque les enquêteurs informèrent Michel de la découverte, sa réaction, ou plutôt l'absence de réaction, les laissa perplexes. En même temps, à Hannar, les proches et la communauté locale furent profondément bouleversés par cette nouvelle. Après cette découverte, l'enquête prit un nouveau tournant. Les enquêteurs interrogèrent à nouveau le père de Timothée et 2 anciens partenaires de Michel, mais aucun d'eux ne suscita de soupçon. Une femme mystérieuse nommée Hélène ne put également être retrouvée. En conséquence, l'attention se concentra de nouveau sur la mère du garçon, Michel. Son comportement souleva des questions. Elle changeait constamment sa version des événements et échoua 2 fois au test du détecteur de mensonges. Beaucoup remarquèrent que ses réactions émotionnelles ne correspondaient pas à la situation. Elle pouvait rire de manière inappropriée pendant un entretien. Une fois, des journalistes lui demandèrent directement pourquoi elle montrait si peu d'émotion à propos de la disparition de son fils. Elle répondit « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de montrer mes sentiments en public juste parce que quelqu'un s'y attend. » Cette attitude suscita des réactions diverses chez les gens. Après la disparition de Timothée, des personnes préoccupées fondèrent le fonds Amis pour collecter des fonds pour sa recherche. Au début, Michel soutint cette initiative et rejoignit même le conseil d'administration du fonds. La première collecte de fonds eut lieu à l'école catholique que fréquentait Timothée. Sur suggestion de Michel, des danseurs furent invités pour la soirée, ce qui suscita beaucoup de mécontentement. Les gens trouvèrent cela ont prié pour une école catholique et pour l'objectif de l'événement. Malgré les critiques, Michel insista sur ce format pour la prochaine collecte de fonds. Lorsque le conseil d'administration du fonds rejeta cette idée, elle quitta le conseil. De plus, elle interdit au fonds d'utiliser toute image de Timothée par l'intermédiaire de son avocat, ce qui choqua tous ceux impliqués dans la recherche. Il est à noter que l'endroit où les traces de Timothée furent trouvées était proche du parc de bureaux où Michel travaillait auparavant. Elle ne mentionna pas ce fait dans ses interviews. Ses vacances aux Bahamas, quelques mois après la disparition de son fils, où elle fut reconnue par des policiers en vacances là-bas, soulevèrent également des questions. Le jour où les preuves en lien avec Timothée furent trouvées, la police reçut une lettre anonyme. Elle désignait une personne qui, en raison d'une rancune contre Michel, pourrait être impliquée dans l'incident. Cette information ajouta un nouveau tournant à l'enquête et laissa beaucoup de questions sans réponse. Les enquêteurs furent attirés par un détail inhabituel. Le nom de Michel était mal orthographié. Cela les fit penser à une possible mise en scène. Il fut supposé que Michel avait pu faire cette erreur intentionnellement pour détourner les soupçons d'elle. Les experts examinèrent soigneusement le message à la recherche de traces biologiques.
mais ne trouvèrent rien qui puisse être lié à Michel ou à d'autres personnes connues. Malgré une série de circonstances suspectes liées à Michel, les autorités judiciaires n'avaient aucune preuve tangible la liant à l'incident. L'enquête s'enlisa et Michel déménagea chez son frère dans la ville voisine pour éviter l'attention de la presse. 2 ans plus tard, en 1994, Michel fut de nouveau au centre de l'attention, mais dans des circonstances très inattendues. Elle rapporta à ses proches qu'elle était suivie. Un jour, son frère trouva la voiture de Michel avec la porte ouverte, ses lunettes et son sac à main à l'intérieur. Lors de la fouille du véhicule, la police ne trouva qu'une chose étrange. Une carte de visite d'un agent du FBI avec l'inscription au verso « Nous nous reverrons bientôt. Ce n'est pas encore la fin ». D'importantes recherches furent lancées, mais contre toute attente, Michel se présenta elle-même à la police. Elle affirma qu'elle avait été enlevée et relâchée à Détroit, à 1000 km de chez elle. Selon ses dires, 2 personnes se faisant passer pour des agents du FBI l'avaient forcée à monter dans une voiture et l'avaient emmenée à Détroit, où elle fut ensuite libérée. Le FBI fut cependant très sceptique face à cette histoire. La carte de visite trouvée dans la voiture de Michel se révéla être une contrefaçon. Les autorités judiciaires ont découvert un détail intéressant par la suite. L'appel de Michel au poste de police a été passé depuis une cabine téléphonique près de la gare routière de Greyhope. Là, elle a également acheté un billet pour le bus de New York à Détroit. Cette circonstance a déconcerté les enquêteurs, mais a confirmé leurs doutes sur la sincérité de Michel et sa volonté de tromper. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Michel a plaidé coupable d'avoir fourni de fausses informations aux autorités fédérales et d'avoir abusé du sceau officiel. Elle a été condamnée à 6 mois d'assignation à résidence et à 3 ans de probation. Cherchant à repartir à zéro, Michel a déménagé chez son frère au Minnesota. Là, elle a fondé une famille et a eu 2 fils. Mais en 1997, elle s'est à nouveau retrouvée dans le collimateur de la loi pour avoir volé un ordinateur à son ancien employeur, ce qui lui a valu une autre peine de probation. 3 ans plus tard, son mariage s'est effondré et elle a déménagé avec ses enfants chez sa sœur aînée en Floride. Pendant toutes ces années, Michel a conservé des photos de Timmy et raconté à ses autres enfants l'histoire de leur frère aîné. Le cas de Timothy est resté longtemps non résolu, malgré les annonces occasionnelles du procureur de rouvrir l'enquête. La situation a changé au début de 2010, lorsqu'un nouvel enquêteur a décidé de réexaminer l'affaire avec un regard neuf. Il a remarqué que certaines preuves trouvées sur les lieux du crime n'avaient jamais été montrées aux proches de Michel, notamment des couvertures et des têtes d'oreiller. Les enquêteurs se sont concentrés sur la couverture car ils soupçonnaient qu'elle provenait de la maison de Michel. Ils ont fouillé de vieilles photos de l'appartement, mais n'ont trouvé aucune couverture similaire. 20 ans plus tard, les enquêteurs ont commencé à interroger tous ceux qui pouvaient reconnaître la couverture. La percée est survenue lorsque la nièce de Michel, Jennifer Blair, s'est rendue au poste de police. Sans savoir pourquoi elle avait été appelée, elle a immédiatement reconnu la couverture usée sur la table et a déclaré qu'elle provenait de la maison de Timmy. Le 6 août 2014, le jour où Timmy aurait eu 29 ans, Michel a été arrêté. Le procès a commencé le 16 mars 2016, presque un quart de siècle après l'incident. La couverture est devenue la preuve décisive et Jennifer le témoin principal. Plus tard, 2 autres femmes qui connaissaient la famille ont confirmé que la couverture provenait bien de la maison de Timmy. Les enquêteurs ont supposé que la jeune mère traversait une période difficile, essayant de concilier la garde de son enfant avec sa vie privée et sa carrière. Elle changeait souvent de travail et semblait ne pas trouver de stabilité dans ses relations. Un des moments clés de l'affaire était une couverture trouvée dans la maison de Michel.
Cet objet a suscité un intérêt particulier chez les enquêteurs. De même, le fait que Michel avait travaillé près de l'endroit où des découvertes importantes pour l'affaire avaient été faites a attiré l'attention. Les témoignages ont ajouté de nouveaux détails à l'affaire. Une femme a affirmé avoir vu Michel sans son enfant à un carnaval. L'ex-partenaire de Michel a raconté un incident désagréable avec le chien d'un voisin. Après quoi, Timothée avait eu besoin d'une assistance médicale. Il a encore son sang et également exprimé des doutes sur la volonté de Michel de vivre une vie de famille, ce qui a conduit à leur séparation. Les enquêteurs ont pris en compte les changements dans les récits de Michel et son comportement inhabituel pendant la recherche de son fils. Cependant, la défense a insisté sur le fait que Michel aimait énormément Timothée et n'était pas la personne que l'accusation essayait de dépeindre. Les avocats ont souligné que toutes les preuves contre Michel n'étaient qu'indirectes. Le cas de Michel a suscité de nombreuses discussions dans les cercles juridiques. Son avocat a souligné l'absence de preuves directes. Il n'y avait pas d'aveu, pas de preuves scientifiques et aucun objet qui la liait à l'incident. Les soins que Michel portait à son fils et son comportement peu avant sa disparition ne correspondaient pas, selon l'avocat, à l'image d'une personne capable d'un tel acte. Les témoins qui ont reconnu un détail important, la couverture, ont peut-être fait leur déclaration par compassion pour Michel, ou en raison de préjugés dus à la couverture médiatique étendue de l'affaire. Malgré ces arguments, les jurés ont conclu que Michel était impliqué dans cette affaire. La peine pour un tel acte allait de 30 ans à la réclusion à perpétuité. L'avocat a plaidé pour la peine minimale, affirmant que le fils ne voudrait pas que sa mère soit condamnée si sévèrement. Le 5 janvier 2017, Michel, âgé de 49 ans, a été condamné à 30 ans de prison. Après le prononcé de la sentence, un nouvel avocat a rejoint l'équipe de défense. Il a déclaré qu'il avait l'intention de contester le verdict, affirmant que l'affaire avait été portée devant les tribunaux sans preuves suffisantes. Tous les appels ont été rejetés, jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant la Cour suprême du New Jersey. Sur 7 juges, un s'est retiré car il avait travaillé au bureau du procureur lors de la disparition du fils de Michel. Les 6 juges restants étaient divisés de manière égale. Dans de tels cas, la décision initiale reste normalement en vigueur. Les avocats représentant Michel ont insisté sur le fait que cette divergence d'opinion violait son droit à un procès équitable. Ils se sont tournés vers l'instance judiciaire la plus élevée, demandant une révision de l'affaire. Dans une démarche inhabituelle, ils ont fait appel à un juge d'une juridiction inférieure pour rendre un jugement dans cette affaire sans précédent. À la surprise générale, le verdict a été rendu en faveur de Michel. Dans la décision finale, il a été noté que jamais auparavant des condamnations n'avaient été prononcées sur la base de preuves aussi fragiles. 2 facteurs ont été déterminants pour la décision. Premièrement, le juge avait de sérieux doutes sur les témoignages. Deuxièmement, il aurait été nécessaire pour une condamnation de prouver que la personne avait agi de manière consciente et délibérée, ce qui semblait impossible dans ce cas, car les circonstances de l'incident restaient floues. Le juge a souligné que la mère célibataire de 23 ans était souvent confrontée à des difficultés financières et sociales, et que cette situation n'avait rien d'extraordinaire. Un tel scénario ne pouvait guère servir de preuve d'un motif pour un tel acte. Le 28 décembre 2012, la condamnation de Michel a été annulée, et elle a été libérée après 5 ans de détention. Selon la loi, une personne ne peut être jugée 2 fois pour le même acte. Cela signifie que Michel ne peut plus être jugé dans cette affaire, même si de nouvelles preuves devaient apparaître. Lorsque la jeune fille n'est pas rentrée chez elle après être partie de l'église à vélo, sa disparition a suscité une grande inquiétude. La police et des centaines de volontaires ont immédiatement participé aux recherches, mais celles-ci ont été infructueuses.
Après un certain temps, il y a eu un tournant inattendu dans cette affaire qui a surpris même les enquêteurs les plus expérimentés. Sarah Ann Wood est née le 4 mars 1981 à New York. Elle a grandi dans une famille religieuse, où son père était pasteur dans l'église d'une petite ville provinciale de l'État. Avec sa sœur et son frère, Sarah assistait régulièrement aux services religieux et à l'école du dimanche depuis son plus jeune âge. De plus, la jeune fille aimait danser, écrire des poèmes et faisait partie de l'équipe de Pom-Pom Girls de son école. Le vélo était son compagnon constant pour se rendre à l'église de son père, qui se trouvait à 1,5 km de chez elle. Tous les dimanches, elle s'y rendait pour assister aux services religieux ou aider son père. Le 18 août 1993, Sarah est allée à l'église, comme d'habitude pour les cours de l'école du dimanche, qui ce jour-là était redirigé par d'autres membres du personnel de l'église. Son père est resté à la maison. Ce qui s'est passé ensuite a été le début d'une série d'événements qui ont changé la vie de nombreuses personnes. Ils s'attendaient à ce que Sarah rentre chez elle l'après-midi après les cours. Mais le temps passa et Sarah ne revint pas. Et les parents commencèrent à s'inquiéter. Un peu plus tard, ils allèrent à l'église, supposant que Sarah était peut-être restée là-bas avec d'autres membres de la communauté. Mais elle n'y était pas. Les enseignants de l'école du dimanche dirent que Sarah était partie immédiatement après les cours à vélo, emportant avec elle quelques livres, des dossiers colorés et un petit tableau en carton pour les présentations. Les parents furent encore plus inquiets, car le chemin de l'église à la maison ne prenait que quelques minutes et Sarah ne pouvait pas se promener avec ses affaires. De plus, la fille devait encore rentrer chez elle et demander la permission de se promener, comme elle le faisait toujours. Les parents parcoururent le chemin et commencèrent à demander aux voisins si quelqu'un avait vu leur fille. Comme c'était une petite ville, la plupart des gens connaissaient le père de Sarah par l'église. Rapidement, des dizaines de personnes se joignirent à la recherche. Un témoin déclara avoir vu Sarah vers 3h30 de l'après-midi se diriger vers sa maison, à quelques centaines de mètres de là, ce qui alarma ses parents. Ils décidèrent d'appeler la police. La police locale commença immédiatement les recherches et déploya plusieurs dizaines de personnes. Ils demandèrent également l'aide des pompiers, qui se joignirent à la recherche. La nouvelle de la disparition de Sarah se répandit rapidement dans la région et attira des dizaines de bénévoles. Au cours des premières heures de recherche, plusieurs centaines de personnes participèrent. Ils se concentrèrent sur la route de l'église à la maison de Sarah et fouillèrent les champs et les bois de chaque côté. Bientôt, les policiers trouvèrent le premier indice inquiétant. À quelques mètres dans la forêt, ils découvrirent le vélo de Sarah près d'un arbre. Près de là, ils trouvèrent les affaires qu'elle avait prises de l'école, du dimanche, cachées sous un buisson. Ces découvertes amenèrent les enquêteurs à supposer que quelqu'un l'avait rencontrée près de chez elle, l'avait attirée dans la forêt, avait laissé ses affaires là-bas et l'avait ensuite emmenée en voiture. La police locale a mobilisé toutes ses forces pour la recherche, et les proches de Sarah ont commencé à imprimer et distribuer des flyers avec des informations sur sa disparition non seulement dans leur ville, mais aussi dans les localités voisines. Cependant, le premier jour de recherche n'a donné aucun résultat. Policiers et volontaires ont fouillé la zone dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la route jusque tard dans la nuit, mais n'ont trouvé aucun nouvel indice. Le lendemain matin, les recherches ont repris avec une énergie redoublée et encore plus de personnes se sont jointes. La police d'État a également participé à l'opération et s'est concentrée sur la recherche du possible auteur. Les enquêteurs ont interrogé tous les habitants de la ville en espérant que quelqu'un aurait pu voir la personne inconnue ou le véhicule. Les parents de Sarah ont organisé un quartier général où des dizaines de volontaires imprimaient et distribuaient des flyers et tentaient de trouver des témoins ou toute preuve qui pourrait aider à la recherche de Sarah. Bientôt, l'affaire a été mentionnée dans les nouvelles locales et après quelques jours, tout le pays parlait de la recherche de la fille. La police a reçu plus de 1000 indices
et les a examinés à fond. Mais s'est toujours heurté à des impasses. Des personnes compatissantes ont aidé les parents à réunir une somme considérable, 150 000 $, qui a été offerte en récompense pour des informations sur le lieu où se trouvait Sarah. Mais cela n'a pas non plus donné de résultat. Les mesures de recherche actives ont duré environ 1 semaine, mais la police a finalement conclu que les chances de trouver de nouvelles preuves précieuses étaient extrêmement faibles. Dans la région, ils ont poursuivi l'enquête sur la disparition, mais l'accent principal était maintenant mis sur la recherche d'un éventuel coupable. Les enquêteurs ont vérifié les résidents locaux et les personnes précédemment condamnées des villes voisines, mais tout cela n'a donné aucun résultat. La disparition de Sarah a été rapportée dans 2 émissions de télévision populaires à l'échelle nationale, ce qui a provoqué de nouvelles vagues d'appels avec des informations. Les parents de la jeune fille se sont également régulièrement adressés au public pour demander de partager toute information sur l'endroit où se trouvait leur fille, mais son sort restait inconnu. Presque un semestre s'était écoulé, et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le matin du 7 janvier de l'année 1994, Rebecca, qui avait le même âge que Sarah, a quitté sa maison dans une petite ville du Massachusetts et a marché vers l'école. Alors qu'elle marchait le long de la route déserte, elle remarqua qu'un homme était à sa hauteur et lui disait quelque chose. Rebecca portait des écouteurs et ne l'entendait pas. Mais quand elle les a enlevés, elle a entendu l'homme dire que si elle faisait tout ce qu'il disait, il ne lui arriverait rien. Puis, ils ont continué à marcher dans la même direction. Rebecca avait peur d'attirer l'attention ou de fuir, mais elle comprenait que même si elle obéissait, cela ne mènerait probablement à rien de bon. Après un certain temps, elle se rendit compte que l'homme la conduisait vers la voiture. Et alors elle eut une idée. Rebecca fit semblant d'avoir une crise d'asthme et de ne pas pouvoir respirer. Elle s'assit par terre, et l'homme lâcha sa veste et saisit le bord de son sac à dos. Cette Trambsons. La fille continua de faire semblant de respirer difficilement, et au bon moment, elle se débarrassa de son sac à dos et s'enfuit en courant. À quelques centaines de mètres de cet endroit, il y avait des adultes. Et Rebecca courut vers eux et raconta ce qui s'était passé. Pendant ce temps, l'homme monta dans la voiture et s'en alla, emportant le sac à dos de la fille. Un témoin décida de le suivre avec sa voiture. Il le suivit pendant quelques minutes, puis s'arrêta à la station-service suivante et appela la police. Le témoin signala une partie de la plaque d'immatriculation et le modèle du véhicule, et Rebecca décrivit l'apparence de l'homme. Les policiers commencèrent à chercher la voiture en essayant de trouver des options correspondantes dans les bases de données. Ils envoyèrent également une alerte aux villes voisines, et le soir même, cela porta ses fruits. Un policier remarqua, en traversant une petite ville située à quelques kilomètres du lieu du crime, une voiture correspondant à la description. Le policier s'arrêta et frappa à la porte de la maison devant laquelle se trouvait la voiture. Il y avait plusieurs personnes dans la maison, et le policier demanda à qui appartenait le pick-up. Le propriétaire de la voiture dit qu'il ne l'utilisait plus depuis longtemps à cause de sa perte de vision. À la place, son voisin, Lewis Lance, âgé de 43 ans, utilisait souvent la voiture. L'homme était un travailleur occasionnel et aidait son voisin aveugle avec divers travaux ménagers en échange de l'utilisation du pick-up. Le policier décida alors de parler au voisin. Lewis dit qu'il avait utilisé le pick-up pour la dernière fois hier et ne l'avait pas conduit depuis. Malgré cela, le policier suggéra qu'il vienne au poste pour faire une déclaration, et Lewis accepta. Il continua d'insister sur le fait qu'il n'avait pas utilisé le pick-up ce jour-là. Lewis nia toute implication dans ce qui était arrivé à Rebecca et assura qu'il était un chrétien fervent, passant presque tout son temps libre à l'église, et qu'il ne ferait jamais une telle chose. Pendant que Lewis était au poste, les policiers prirent une photo de lui et la montrèrent avec d'autres photos aux témoins. Tous reconnurent immédiatement Lewis. Rebecca, qui avait vu l'attaquant à moins d'1 mètre de distance, déclara fermement que c'était l'homme qu'elle avait vu ce jour-là.
Les enquêteurs obtinrent rapidement un mandat de perquisition pour la maison et la voiture de Lewis. Dans le pick-up du voisin, ils trouvèrent une découverte étrange. Un petit sac avec du ruban adhésif, des lunettes de soleil pour enfants et des bonbons. Dans la camionnette de Lewis, qui était garée près de chez lui, les policiers trouvèrent des objets dangereux et le sac à dos de Rebecca. Dans la maison, il y eut aussi une découverte intéressante. Sous le bâtiment, une pièce secrète de taille assez grande avait été construite. En raison de ces preuves, Lewis fut arrêté pour tentative de délit. Au début, il continua d'insister sur son innocence, mais décida bientôt de passer aux aveux. Il a avoué qu'il était venu dans la ville de Rebecca pour trouver une cible et qu'il avait apporté un équipement préparé à l'avance qu'il gardait toujours dans la voiture. Puis, Lewis a raconté pourquoi il avait creusé une pièce secrète sous la maison. Cette histoire a même surpris les enquêteurs. L'homme a expliqué qu'il voulait en faire un abri complet pour héberger des personnes. Lewis avait des plans ambitieux pour son avenir criminel. À la fin, il a ajouté qu'il ne prévoyait pas de retenir quelqu'un là-bas trop longtemps, jusqu'à ce que la pièce soit terminée. Dans la maison de Lewis, les enquêteurs ont également trouvé une liste avec plusieurs noms. Après avoir déterminé les identités de ces personnes, les enquêteurs ont découvert qu'elles avaient toutes à peu près le même âge et vivaient à quelques kilomètres de la maison de l'homme. Après que Lewis ait avoué, il a été emprisonné jusqu'au procès. Les enquêteurs continuaient à venir le voir pour obtenir des déclarations supplémentaires. Lors d'une de ses visites, il a soudainement avoué un autre crime. Lewis a raconté qu'il y a 4 ans, en octobre 1990, il travaillait comme agent d'entretien dans un cinéma de la même ville où il a ensuite commis des délits. Le soir du 22 octobre, en rentrant du travail, il a remarqué James Bernardo, qui faisait du vélo sur le parking. Lewis avait de mauvaises intentions. Le parking était vide et dans sa camionnette se trouvait un sac avec des objets pour les urgences, que les enquêteurs ont trouvé plus tard. Il a appelé James et lui a offert $5 pour son aide au cinéma. James a accepté et Lewis l'a conduit dans une salle vide. Ensuite, il a rapproché la camionnette, chargé le vélo et emmené le garçon chez lui. Après avoir laissé James chez lui, Lewis est allé au lac et a jeté le vélo. À son retour, il a essayé de mettre en œuvre ses intentions, mais a échoué. Il a ensuite décidé de se débarrasser des preuves. Lewis les a emportées dans l'état voisin et les a cachées dans la forêt. Plus tard, un chasseur a découvert les preuves et les a signalées aux autorités. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas pu trouver le coupable pendant des années. Maintenant, après avoir comparé les déclarations de Lewis avec les dossiers, ils se sont rendus compte qu'ils connaissaient une grande quantité de faits et de détails qui correspondaient entièrement à la réalité. Après l'aveu de Lewis, l'information à son sujet s'est rapidement répandue dans les nouvelles et les journaux à travers le pays. En quelques jours, les policiers se sont retrouvés face à un homme qui non seulement tentait de commettre des délits et de construire un bunker secret pour ses objectifs étranges, mais qui avait également avoué un crime pour lequel il n'était même pas soupçonné. Bientôt, les enquêteurs de New York ont entendu parler de l'affaire Lewis, qui recherchait Sarah Wood. Ils ont étudié la situation avec Rebecca attentivement et ont demandé plus d'informations sur Lewis. Les enquêteurs avaient créé un profil du suspect à l'avance et Lewis correspondait presque parfaitement. Ils ont décidé de lui parler et l'ont visité en prison. Pendant l'interrogatoire, il a raconté qu'il se rendait souvent dans l'état voisin car ses proches y vivaient. Lewis a mentionné que lors de ses voyages, il passait parfois par de petites villes pour trouver des cibles appropriées pour ses actions. Le 18 août 1993, il a vu Sarah. Selon sa déclaration, la fille marchait dans la rue en poussant son vélo. Lewis s'est arrêté à côté d'elle, est sorti du véhicule et s'est assuré qu'elle montait dans sa camionnette. Ensuite, il a transporté ses affaires et le vélo à quelques mètres dans la forêt pour qu'il ne soit pas trouvé rapidement. Ensuite, il a emmené Sarah dans les montagnes.
qui se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. Il s'est arrêté dans un endroit isolé au bord d'un grand lac, où il a mis ses plans à exécution. Puis Lewis a creusé un trou et a caché les preuves. Cependant, pour une raison quelconque, il a refusé de dire l'emplacement exact des preuves. Néanmoins, Lewis a donné aux enquêteurs de nombreux détails, de sorte qu'ils n'avaient aucun doute sur la véracité de ses déclarations. La police a commencé à fouiller autour du lac, en utilisant plusieurs centaines de bénévoles, d'employés du parc national et de militaires. Pourtant, ils avaient un problème évident. Étant donné l'immensité du lac, il était presque impossible, même pour une équipe de recherche aussi grande, de fouiller toute la zone. De plus, plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'incident et l'endroit pourrait être recouvert d'herbe. Finalement, après plusieurs semaines de recherche, ils n'ont réussi à trouver aucune preuve. Malgré tout, les déclarations détaillées avec les détails exacts de l'incident ont suffi pour accuser Lewis dans l'affaire Sarah et également dans l'affaire James. En janvier 1995, le procès a eu lieu, au cours duquel il a été condamné à une peine de prison de 17 à 20 ans pour plusieurs chefs d'accusation. En juin de l'année suivante, le procès de James a commencé. Lewis a plaidé coupable devant le juge et a dit à son avocat qu'il voulait immédiatement admettre l'infraction contre Sarah. Mais lorsqu'il est dans l'audience et a vu les parents de la fille, il a soudainement changé d'avis. Cependant, 9 jours plus tard, lorsqu'il a été amené dans une salle d'audience vide, il a fatalement avoué sa culpabilité. Il a continué à refuser de nommer l'endroit où les preuves s'étaient cachées, malgré les supplications de ses parents. Finalement, le parquet lui a proposé un accord en échange d'informations sur l'emplacement des preuves. Il lui a été promis qu'il purgerait sa peine non pas dans une prison fédérale, mais dans une prison d'État, condiciate, dans de meilleures conditions. Lewis a accepté et a commencé à coopérer. Il a désigné une zone spécifique autour du lac et a même dessiné une carte approximative. À l'origine, les policiers voulaient l'emmener aux recherches, mais l'avocat de l'homme l'a empêché. Malgré la neige et le froid, les enquêteurs ont organisé une recherche dans la zone indiquée. Ils ont utilisé des machines lourdes et recruté des volontaires. Mais tous leurs efforts ont été vains et ils n'ont rien pu trouver. Quelques mois plus tard, lorsque le printemps arriva, la police fit une nouvelle tentative, qui échoua de nouveau. Pendant cette période, les enquêteurs tentèrent d'obtenir des informations précises de Lewis, mais il refusa d'indiquer l'endroit exact où d'aider la police. Finalement, le procureur décida de retirer l'accord, et le 11 avril 1997, Lewis fut condamné à 25 ans de prison. C'était la peine maximale que le juge pouvait imposer, sans preuve. Le juge ajouta qu'il aurait imposé la peine la plus sévère s'il avait été possible. Il est remarquable que l'avocat de Lewis ait tenté de réduire la peine dans les 3 cas pendant le procès. Il n'a pas nié la culpabilité de son client, mais a affirmé que l'homme souffrait d'un trouble mental non diagnostiqué. Cependant, les experts n'ont trouvé aucune anomalie. Ils ont conclu que Lewis feignait pour éviter une peine sévère. Après la condamnation, les enquêteurs ont continué de rendre visite à Lewis en prison dans l'espoir qu'il révèle l'endroit des preuves. Lewis se comportait étrangement et faisait des déclarations contradictoires. Une fois, il a dit qu'il n'était pas prêt à révéler l'emplacement des preuves parce que les enquêteurs pourraient trouver des preuves d'une autre affaire qu'il ne voulait pas divulguer. Les parents de Sarah lui ont aussi rendu visite en prison et lui ont demandé de révéler l'endroit. Mais il est resté silencieux. En même temps, les enquêteurs examinaient une possible implication de Lewis dans d'autres affaires non résolues. Après ses aveux, la police était presque sûre qu'il pourrait également avoir été impliqué dans d'autres affaires. Presque immédiatement après son arrestation, il fut révélé qu'il avait tenté un autre rapprochement quelques années auparavant. Lewis avait essayé de s'approcher de Monica, mais son père l'en avait empêché. Ils ont signalé cela à la police,
mais le coupable n'a pas pu être trouvé. Ce n'est qu'après que des photos de Lewis sont apparues dans les nouvelles que la fille et son père l'ont reconnu. L'homme était également suspecté dans 4 affaires de disparition non résolues qui ont eu lieu entre 85 et 90. Les enquêteurs ont déterminé qu'il aurait théoriquement pu commettre ces crimes, mais aucune preuve n'a été trouvée et Lewis a refusé d'avouer. L'histoire de Lewis a duré de nombreuses années. De temps en temps, les enquêteurs entraient en contact avec lui dans l'espoir qu'il révèle quelque chose sur l'emplacement de Sarah, ou qu'il avoue d'autres crimes. Mais cela n'est arrivé qu'en 2013, lorsque Lewis a soudainement avoué un autre délit. Il a dit qu'il était en fait coupable de l'un des incidents dont il était soupçonné. Lewis a raconté en détail tous les détails et les enquêteurs ont confirmé sa participation, bien qu'à ce jour, aucune accusation officielle n'ait été portée. Aujourd'hui, Lewis a 73 ans et continue de purger ses peines pour 2 crimes commis et une tentative. Les parents de Sarah croient qu'un jour, ils pourront le convaincre de révéler l'emplacement des preuves ou qu'il décidera de le faire lui-même. La famille de Sarah a également poursuivi le travail du centre qu'ils ont fondé pour recueillir des informations et distribuer des dépliants. Avec le temps, ils ont commencé à aider dans d'autres cas de recherche et le font encore aujourd'hui. Le centre s'occupe principalement de la distribution de dépliants et rien qu'en 2017, leur travail a aidé à ramener à la maison 399 personnes. En mémoire de Sarah, ses proches ont organisé une randonnée cycliste annuelle. Au début, peu de gens y participaient, mais au fil des ans, le nombre de participants a considérablement augmenté. Maintenant, plusieurs milliers de personnes participent à l'événement et collectent des sommes considérables pour soutenir les efforts de recherche. La police n'a pas l'intention d'abandonner la recherche de preuves, que Lewis veuille révéler des informations ou non. Il prévoit de continuer les recherches dans les endroits qu'il a indiqués jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'important. Cet événement avec Lily Peters n'a laissé personne indifférent. Elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à des proches, mais n'a pas atteint sa destination, bien que le chemin soit très court. La police a immédiatement commencé les recherches, et les nouvelles de sa disparition se sont rapidement répandues, devenant l'un des sujets les plus discutés du pays. Tous les événements se sont déroulés à une vitesse incroyable, suscitant l'étonnement et la surprise de tous ceux qui suivaient dans cette affaire. Chaque nouvelle découverte ajoutait plus de mystères et de préoccupations au cas, le rendant de plus en plus complexe et confus. Dans l'une des villes tranquilles du Wisconsin, Lily Peters est née le 4 novembre 2011. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Elle est donc restée avec son père. Cependant, sa mère a continué de participer activement à la vie de Lily et la voyait souvent. Lily a grandi en tant que fille joyeuse, aimant passer du temps en plein air, jouer avec ses amis et faire du vélo. La ville était petite et sûre, donc son père lui permettait parfois de rouler dans les rues environnantes. Lily rendait souvent visite à sa tante, qui habitait à quelques centaines de mètres de sa maison. Le 24 avril 2022, alors que Lily avait 10 ans, elle a décidé d'aller chez sa tante à vélo. Vers 3 heures de l'après-midi, elle a quitté la maison. Plusieurs heures se sont écoulées et Lily n'était toujours pas de retour, ce qui a inquiété son père. Il a appelé sa sœur, la tante de Lily, mais elle a dit que Lily était partie environ 1 heure auparavant. L'homme a compris que quelque chose n'allait pas car la maison de sa sœur était à quelques minutes seulement et il avait demandé à Lily de rentrer immédiatement après sa visite. Quand sa fille n'est pas revenue à la maison, le père a commencé à appeler les parents de ses amis, espérant qu'elle pourrait être restée chez l'un d'eux. Mais personne ne savait où elle était. Ensuite, il a contacté les proches et les connaissances, et tous se sont immédiatement joints à la recherche. Ils ont commencé à fouiller le trajet entre la maison de la tante de la fille et chez elle, élargissant progressivement la zone de recherche.
Le soir, n'ayant aucun résultat, le père a décidé d'appeler la police vers 9 heures du soir. Les enquêteurs se sont immédiatement joints aux recherches et ont mobilisé encore plus de volontaires parmi la population locale. Le père a suggéré d'utiliser le système Alert Amber, qui permet de diffuser rapidement des informations sur les enfants disparus à la population. Cependant, les enquêteurs ont expliqué que la situation ne répondait pas aux critères pour activer ce système, car il n'y avait aucune preuve que l'enfant était en danger. Le père était déçu, mais ses arguments n'ont pas changé la décision de la police. Les recherches ont continué, et bientôt le vélo de la fille a été trouvé dans les buissons d'un petit parc près d'un sentier. Cela a suscité de sérieuses préoccupations quant à ce qui aurait pu se passer. Les enquêteurs ont commencé à analyser comment le vélo avait pu arriver là. Le chemin principal entre les maisons de la fille et de sa tante passait par une route. Elle utilisait toujours ce chemin. Il y avait aussi un autre chemin par un sentier, où le vélo a été trouvé, mais il était plus long. Le père ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi ce chemin. Mais une chose était claire. C'est dans cette zone, entre les arbres denses, que quelque chose s'était passé. Après la découverte du vélo abandonné, la police a décidé de renforcer ses efforts. Ils ont fait appel à des collègues avec des chiens et des drones et ont augmenté le nombre d'officiers impliqués dans l'opération. Les policiers ont fouillé les environs, parlant aux résidents locaux dans l'espoir de trouver des indices. Malgré tous leurs efforts, Lily n'a pas été retrouvée. Les recherches ont continué toute la nuit, et ce n'est qu'au matin qu'il y a eu des nouvelles inquiétantes. Vers 9 heures du matin, Lily a été découverte dans le parc où le vélo avait été trouvé. Elle se trouvait à quelques dizaines de mètres, entre des arbres denses et sous une couche de feuilles, ce qui rendait sa localisation difficile la nuit. Les enquêteurs ont immédiatement compris que l'affaire était grave, mais ils devaient attendre les résultats officiels des experts. En attendant, ils se sont concentrés sur la recherche du suspect et la sécurité des résidents. Des patrouilles supplémentaires ont été organisées dans la ville et des agents se sont rendus à l'école que fréquentait Lily. L'administration scolaire a envoyé des messages à tous les parents, leur demandant de ne pas laisser leurs enfants sans surveillance. La nouvelle de l'événement s'est rapidement répandue parmi les habitants de la ville. De tels incidents étaient rares ici, donc les gens étaient très inquiets. Ils comprenaient qu'au cours du jour, que le suspect pouvait se trouver parmi eux et que la police n'avait jusqu'à présent aucune piste sérieuse. Au cours de la journée, la police a reçu de nombreux témoignages de résidents partageant leurs observations et signalant des événements suspects. Les enquêteurs ont commencé à vérifier tous les habitants du district ayant un passé criminel. Cela a conduit à des tensions parmi les citoyens qui se préoccupaient de la sécurité de leurs enfants. L'incertitude de la situation n'a fait qu'accentuer la peur, et la police continuait à garder le silence sur l'état de l'enquête. Des rumeurs ont commencé à circuler en ville. Certains disaient que la fille d'Oko pourrait s'être noyée dans une rivière. D'autres prétendaient en savoir qui était responsable. Toutes ces spéculations ne faisaient qu'alimenter l'inquiétude, et les habitants demandaient une résolution rapide de l'affaire. Le lendemain, le 26 avril, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de la tante de Lily et a bouclé le bâtiment. Cette démarche a surpris les habitants, mais les autorités restaient silencieuses. Les gens ont attendu toute la journée des nouvelles, et finalement la police a fait une annonce. Une personne a été arrêtée pour un crime contre Lily. Mais ensuite, une nouvelle inattendue est arrivée. Le nom du suspect n'a pas été révélé car il est mineur et la loi sur la confidentialité interdit de le nommer. Néanmoins, l'information se propage rapidement dans une petite ville. Bientôt, tout le monde a appris la nouvelle choquante. Le suspect était Carson Peter Berger, 14 ans, le cousin de Lily. Cette nouvelle a secoué tous ceux qui suivaient l'enquête. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, la police a révélé qu'ils avaient découvert Carson grâce à des informations du forum Reddit. Les utilisateurs discutèrent de l'affaire et partageaient leurs suppositions. À un moment donné, un message est apparu, signalant que quelqu'un avait vu une fille avec un vélo accompagnée d'un garçon plus âgé en passant dans le parc. Lorsque les nouvelles de l'incident se sont répandues,
un des utilisateurs a immédiatement supposé que le jeune homme pourrait être impliqué. Un autre utilisateur, en lisant cela, a décidé de partager ses soupçons avec la police. Il n'a pas fallu longtemps pour que les enquêteurs reçoivent une autre information importante. La grand-mère de Carson a raconté un incident effrayant. Le garçon avait avoué à sa jeune sœur que c'était lui. Les enquêteurs ont décidé d'interroger Carson et au cours de la conversation, il a soudainement tout avoué. Il a raconté qu'il était sorti avec Lily ce soir-là et lui avait proposé une promenade dans le parc pour explorer la nature. À un endroit isolé entre les arbres, où personne ne les voyait, il a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, je ne peux pas décrire en détail ce qui s'est passé en raison des directives de YouTube. Après l'incident, le garçon est rentré chez lui et a pris une douche. Quelques heures plus tard, lorsque les adultes ont commencé à chercher Lily, il est retourné sur les lieux et l'a recouverte de feuilles. Les aveux de Carson n'ont laissé aucun doute aux enquêteurs, car il connaissait des détails que même le père de la fille ignorait. Peu de temps après l'incident, un rapport médical a été présenté, confirmant les déclarations de Carson. Des traces biologiques ont été trouvées sur les lieux du crime, indiquant à nouveau son implication. Finalement, il a été accusé. Malgré ses 14 ans, il a été décidé de juger Carson comme un adulte. Après son arrestation, Carson a été présenté au juge, qui a fixé une caution d'1 million de dollars. Sa famille n'ayant pas de tels moyens, Carson est resté en détention. La grand-mère de Carson a tenté de faire transférer l'affaire au tribunal pour mineurs. Elle a écrit une lettre au juge affirmant que son petit-fils était un bon garçon qui avait commis une erreur. Mais ses efforts sont restés vains. Pour la famille de Lily, ce fut une grande tragédie. Ils ont perdu leur fille, et les accusations ont été portées contre leurs parents. Carson a raconté l'incident à sa jeune sœur et a partagé les détails avec les enquêteurs, sans montrer de remords. Le jour où Lily a été retrouvée, sa famille a organisé une cérémonie commémorative à laquelle Carson a participé. Il a embrassé les parents en deuil et a essayé de les réconforter. Quant à la famille de Carson, il vivait avec sa mère et son partenaire, tandis que son père biologique, Adam Berger, vivait dans une autre ville. Carson était très proche de son père, mais en 2016, l'homme a été arrêté. L'histoire de Carson et de sa famille est pleine de complexité et de moments contradictoires. En 2018, son père, Adam, s'est retrouvé dans une situation scandaleuse. On a trouvé chez lui des matériaux personnels inappropriés, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. En conséquence, Adam a passé 3 ans dans un établissement pénitentiaire, puis il s'est installé dans une ville voisine près de son fils. Cet incident a eu un fort impact sur Carson. Les proches ont remarqué que le garçon autrefois joyeux était devenu renfermé et irritable. Sa relation avec sa mère, en particulier, est devenue difficile, car il la tenait responsable de la situation en raison de sa séparation d'avec son père. Pendant son incarcération, Adam a tenté d'obtenir la permission de visite non surveillée avec son fils, mais cela lui a été refusé. La mère de Carson était opposée à ces visites, ce qui a encore exacerbé les tensions dans leur relation. Néanmoins, le père et le fils ont réussi à rester en contact par email et par téléphone lorsque le garçon rendait visite à sa grand-mère. Selon cette dernière, Carson s'épanouissait visiblement lors de ces moments. Il convient de noter que la mère de Carson a également eu ses propres problèmes avec la loi. Elle a été tenue responsable pour possession de substances interdites et pour un conflit avec son ex-mari. Après sa séparation d'avec le père de Carson, la femme a entamé une relation avec un homme qui avait des antécédents de fraude financière. John, le nouveau partenaire de la mère, a longtemps vécu dans leur maison et a assumé le rôle de beau-père pour Carson. Lorsque cette histoire est devenue publique, les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux de John. Ces publications ont soulevé de nombreuses questions. Il y avait des images liées à des affaires criminelles, célèbres, ainsi que des blagues ambiguës sur ses pairs. L'histoire de Carson a attiré l'attention non seulement à cause de l'incident lui-même,
mais aussi à cause de son environnement difficile. Son éducateur était John, un homme avec un passé lourd, qui avait laissé un message troublant sur les réseaux sociaux concernant ses étranges désirs. La mère de Carson, qui participait également à son éducation, avait ses propres problèmes avec la loi. Quelques mois après l'arrestation de Carson, un incident s'est produit, provoquant une grande résonance publique et menaçant de compromettre l'enquête. Pendant la préparation du procès, l'avocat du garçon a signalé une vidéo YouTube contenant prétendument des informations confidentielles sur l'affaire. Il s'agissait d'enregistrements de conversations policières, d'appels d'urgence, de divers documents et de vidéos des forces de l'ordre. L'avocat a affirmé que la publication de ces matériaux enfreignait la loi et pouvait compromettre le procès. La situation s'est aggravée car la vidéo avait presque 1 million de vues. Il est à noter que l'avocat lui-même a déclaré qu'il n'avait pas accès à certaines de ces données et ne pouvait pas expliquer leur apparition sur le net. D'un point de vue juridique, une telle fuite d'informations pourrait sérieusement influencer le déroulement de la procédure jusqu'à la révision de certains chefs d'accusation. Le juge a montré de l'intérêt pour cette vidéo. Une vérification a cependant révélé que l'avocat parlait d'une vidéo ordinaire, du genre « True Crime », contenant exclusivement des informations provenant de sources publiques. Après avoir examiné le contenu, les revendications de l'avocat ont été rejetées comme infondées. Néanmoins, cet incident a attiré l'attention sur l'avocat lui-même. Des questions ont été posées sur la manière dont la famille de Carson avait pu engager un avocat si coûteux, étant donné que leurs revenus officiels ne semblaient pas correspondre à de telles dépenses. En été 2023, des audiences importantes ont eu lieu, durant 3 jours. La question centrale était la suivante. Comment le cas de Carson devait-il être traité selon les normes pour mineurs ou pour adultes? Le juge doit prendre cette décision dans les mois à venir, mais aucun verdict n'a encore été rendu. Carson a participé aux sessions par vidéoconférence depuis le centre de détention provisoire. Il était interdit aux journalistes de montrer son image à l'écran en raison de son âge. Il est intéressant de noter que la source de paiement des services de l'avocat de Carson reste inconnue, ce qui soulève des questions supplémentaires. Le résultat de cette décision peut fortement influencer l'avenir de Carson. Si son cas est transféré à un tribunal pour mineurs, la peine peut être assez légère. Ces tribunaux imposent rarement des peines de prison et optent plus souvent pour un traitement ou une réhabilitation. Ce processus dure généralement plusieurs années, après quoi les jeunes retournent dans la société. Cependant, si Carson est jugé en tant qu'adulte, il risque une peine beaucoup plus sévère, allant jusqu'à la prison à vie. C'est précisément ce que réclament les parents de Lily. Compte tenu de toutes les circonstances connues de l'affaire, beaucoup pensent que le transfert à un tribunal pour mineurs serait une mauvaise décision. Selon les enquêteurs, les actions de Carson étaient soigneusement planifiées à l'avance. Il est affirmé qu'il n'a pas seulement mis ses plans à exécution, mais s'en est également vanté par la suite. Les preuves disponibles indiquent clairement son implication dans l'incident. Ainsi, la question de savoir comment la société doit réagir à de tels cas et quelles mesures doivent être prises pour protéger ses citoyens reste ouverte et suscite de vives discussions. 2 amis ont décidé d'aller au magasin en trottinette pour se faire plaisir. Mais ce simple voyage a conduit à une tragédie qui a bouleversé beaucoup de gens. Au fil des ans, l'affaire a pris de nombreux tournants inattendus qui étaient là parfois difficiles à comprendre. La fin de cette histoire était totalement imprévisible. Michaela Garecht est née le 24 janvier 1979 à Oakland, Californie. Elle était le premier enfant tant attendu de la famille. Les parents ont essayé pendant 5 ans d'avoir un enfant avant d'y parvenir. Peu après la naissance de Michaela, la famille s'est agrandie avec 2 autres enfants et a déménagé dans la banlieue tranquille de Hayward. Cet endroit était
était calme et idéal pour la vie paisible d'une grande famille. Michaela était une enfant joyeuse. Elle aimait jouer avec son frère et sa sœur et passait beaucoup de temps avec sa meilleure amie, Katrina. Les filles vivaient presque en face l'une de l'autre, donc elles se retrouvaient souvent et jouaient près de leur maison. Le 19 novembre 1988, elle et Katrina couraient entre leurs maisons, essayant différents costumes pour un spectacle scolaire. Les deux étaient de très bonne humeur car les premiers jours de vacances pour Thanksgiving avaient recommencé. Vers 10 heures du matin, le père de Catherine lui a donné 5 $ pour qu'elle puisse acheter des bonbons. Les filles, pleines d'enthousiasme, sont allées chez Michaela pour demander à sa mère la permission d'aller au magasin le plus proche, qui se trouvait à moins d'1 kilomètre. La mère de Michaela a accepté à contre-cœur, car les filles n'étaient jamais allées au magasin sans adultes ou amis plus âgés. Cependant, après les supplications insistantes de Michaela, elle leur a donné la permission à condition qu'elles rentrent immédiatement après leurs achats. La mère de Michaela s'inquiétait toujours pour sa sécurité, car Michaela était son premier enfant tant attendu, dont la naissance était considérée par les parents comme un miracle. Ce jour-là, la femme a décidé qu'il ne se passerait rien de grave, car le magasin n'était qu'à quelques centaines de mètres de la maison, et les filles avaient prévu d'y aller en trottinette. Michaela a couru chercher 2 trottinettes, la sienne et celle de son frère. Les amis sont allés au magasin, ont laissé les trottinettes à l'extérieur et sont entrés pour faire leurs achats. En sortant du magasin, les filles ont commencé à parler et ont oublié les trottinettes. Elles se sont dirigées vers la maison, mais se sont vite souvenues des trottinettes et sont retournées à l'endroit où elles les avaient laissées. À leur surprise, la trottinette de Michaela n'était plus là. Elles pensèrent que quelqu'un avait pu la déplacer et ont décidé de chercher autour du magasin. Michaela a parcouru le parking et a vite aperçu sa trottinette à côté d'une voiture garée près de là. Elle s'est approchée, mais après quelques secondes, Catherine a entendu un bruit fort. Catherine a couru en arrière et a vu un homme inconnu essayant d'emporter Michaela. L'homme s'est rapidement mis au volant et est parti. Sous le choc, Catherine a couru dans le magasin et a raconté à la vendeuse ce qui s'était passé. La vendeuse a immédiatement appelé la police et les agents sont arrivés en quelques minutes. Puis, elle a appelé le père de Michaela et lui a raconté ce qui s'était passé. Le père de Michaela est arrivé immédiatement avec le père de Catherine au magasin où les enquêteurs travaillaient déjà. Il a également dit à sa femme de rester à la maison près du téléphone et d'attendre un appel de la police. Les enquêteurs avaient de nombreuses tâches à accomplir. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance près du magasin et que le seul témoin était Catherine, qui était sous le choc et pouvait à peine parler. Alors son père l'a ramenée à la maison. Les agents ont également parlé à la caissière du magasin, qui a donné les premières informations importantes. La femme a raconté que peu de temps avant l'incident, un homme suspect était devant le magasin. Il s'était garé et était sorti de la voiture, mais n'était pas entré. Un homme, au lieu d'entrer dans le bâtiment, a fait le tour du bâtiment, a regardé par les fenêtres et a observé les passants. La caissière a remarqué son comportement suspect et a pensé qu'il tramait quelque chose de mauvais. Selon sa déclaration, c'était un homme blanc, d'environ 30 ans, avec une grande moustache. Il conduisait une vieille voiture rouge foncé, mais elle n'a pas pu reconnaître le modèle ni la plaque d'immatriculation. Sur la base de sa description, la police a créé un portrait robot du suspect et l'a diffusé dans tous les journaux et chaînes de télévision. Dès le début, la nouvelle de l'incident s'est propagée dans la ville et au-delà. Les gens étaient choqués que quelque chose comme ça puisse se produire en plein centre-ville, en plein jour. La description de l'homme et de sa voiture a été transmise à des centaines de policiers dans tout le district, qui ont commencé à arrêter toutes les voitures similaires dans l'espoir de trouver Michaela. Les enquêteurs ont envoyé le scooter pour un examen médico-légal, supposant que le suspect aurait pu remarquer Michaela et Katrina lorsqu'ils se dirigèrent vers le magasin, et a délibérément apporté un des scooters à la porte arrière de sa voiture pour mettre en œuvre son plan. Ces empreintes digitales pourraient être restées sur le scooter.
Les médecins légistes ont confirmé cette supposition en trouvant une empreinte qui n'appartenait à aucun membre de la famille de Katrina et qui ne correspondait clairement pas à Michaela. Le problème était cependant que l'empreinte était incomplète. Les experts n'ont réussi à obtenir qu'environ 10% de l'empreinte complète, ce qui a rendu la tâche considérablement plus difficile. À cette époque, ce n'était pas suffisant pour rechercher dans les bases de données, et la police ne pouvait espérer qu'une comparaison directe avec les suspects. Le soir, le FBI a rejoint l'enquête. À Hayward et dans les villes environnantes, les cas de personnes disparues se multipliaient et ils ont immédiatement suspecté un lien avec cette affaire. Malgré la participation du FBI et la couverture médiatique active, ils n'ont pas pu se rapprocher de la résolution de l'affaire. Les parents de Michaela étaient très tristes, surtout sa mère, qui se sentait responsable de ce qui s'était passé. Elle se souvenait d'un détail étrange qui l'inquiétait. Une semaine avant la disparition, elle s'était réveillée tôt le matin et avait vu sa fille à la table de la salle à manger dans la cuisine. C'était inhabituel, car la fille ne se levait généralement pas si tôt. À la question de sa mère sur la raison pour laquelle elle ne dormait pas, Michaela avait répondu qu'elle écrivait un poème, mais n'avait donné aucun détail car elle était très somnolente. Après quelques questions de la mère, elle avait expliqué qu'elle s'était réveillée à cause d'un bruit dans le grenier et avait décidé d'écrire un poème sur les personnes coincées dans les greniers. Michaela ajouta que son œuvre était dédiée à ceux qui y passent beaucoup de temps. La mère fut surprise d'entendre cela de sa fille à ce moment-là, mais après sa disparition, cela lui sembla mystique. La femme conclut que Michaela, sans le savoir, avait prédit son propre destin. Dans les 2 premiers jours suivant la disparition, la police fit tout son possible pour trouver le suspect ou sa voiture et ratissa la ville, mais sans succès. Ils se rappelèrent alors de Katrina, qui ne pouvait presque pas témoigner à cause du choc. Après 2 jours de recherche, ils décidèrent qu'il était temps d'aller chez elle. Une tournure inattendue les attendait là-bas. Katrina, qui avait vu l'incident et la personne, donna une description complètement différente. Selon son témoignage, c'était un jeune homme d'environ 20 ans, avec de longs cheveux blonds et sales jusqu'aux épaules, et de l'acné sur le visage. La fille nota également ses yeux bleus, qui lui semblaient ceux d'un renard. Elle se souvenait aussi des caractéristiques de la voiture. Une berline beige aux formes rectilignes et avec beaucoup de bosses. Les policiers réalisèrent que la caissière avait donné la description d'une autre personne qui s'était comportée de manière suspecte près du magasin. Katrina, en revanche, décrivait un homme et une voiture complètement différents, ce qui posait un sérieux problème pour l'enquête. À cause de cela, ils avaient envoyé un portrait robot incorrect à tous les médias et aux agents de patrouille, de sorte que tout le monde cherchait la mauvaise personne. Ces erreurs se produisirent dans les 48 premières heures, le moment le plus important pour la résolution de l'affaire. En se basant sur la description de Katrina, un nouveau portrait robot fut créé et envoyé de nouveau. La police commença aussi à rechercher des hommes avec des antécédents criminels dans cette zone. Des dizaines de volontaires se joignirent aux recherches, ratissèrent les maisons et interrogèrent les résidents. Des milliers de prospectus avec la photo de Michaela et une description de la situation furent distribués. Rien que dans les premiers jours, 42 000 prospectus furent distribués. Quelques jours plus tard, ils reçurent le premier indice important. 3 personnes qui se promenaient dans le grand parc national près de la ville contactèrent la police. Les randonneurs expérimentés remarquèrent des traces au sol et se rendirent compte qu'une paire de chaussures appartenait à un adulte et l'autre à un enfant. En les suivant, ils trouvèrent une couverture et des emballages de fast-food vides au milieu de la forêt. La police soupçonnait que les traces pouvaient appartenir à Michaela. Un profil psychologique élaboré par des experts du FBI suggérait également que l'auteur du crime choisirait probablement un endroit aussi éloigné que possible, compte tenu de la taille du parc et de sa proximité avec la ville. Cet endroit correspondait parfaitement à cette théorie. Les enquêteurs décidèrent de fouiller le parc avec toutes les ressources disponibles. Ils ratissèrent la zone à pied, tandis que des hélicoptères équipés de caméras thermiques scannaient la zone depuis les airs. Cependant, ces mesures ne donnèrent aucun résultat.
Ils ne purent retrouver ni Michaela, ni aucune preuve. La police continua de fouiller d'autres parcs, montagnes et lieux isolés, mais sans succès. En même temps, en raison de la couverture médiatique nationale de l'affaire, un grand nombre d'indices afflua. Rien que dans le premier mois de l'enquête, environ 4000 indices furent reçus. Les enquêteurs essayèrent de vérifier chacun d'eux, ce qui était extrêmement difficile. L'affaire fut discutée avec beaucoup d'intensité à San Francisco et dans les villes environnantes. Même des sportifs célèbres lancèrent des appels au public et demandèrent des informations pour soutenir la police. Bientôt, une récompense considérable de 70 000 $ fut offerte et la photo de Michaela apparut sur 1 million de cartons de lait dans tout l'État. Malgré la large participation de la société et la multitude d'indices, les enquêteurs ne purent en y faire de progrès. Fin décembre, 1 mois et demi après le début des recherches, la police admit que le seul résultat était que plusieurs milliers d'indices avaient été vérifiés. Depuis lors, la situation est restée inchangée. Pendant de nombreux mois, la police continua de recevoir de nombreux indices et de les suivre. Même la mère de la fille mena ses propres enquêtes en étudiant des cas similaires et en essayant de découvrir qui aurait pu commettre le crime. Tout le monde espérait que l'affaire serait résolue et que Michaela rentrerait chez elle. En 1991, les enquêteurs se sont concentrés sur Timothy Binder, alors âgé de 43 ans. Chaque nouveau détail sur lui faisait apparaître un tableau de plus en plus inquiétant. Avant même l'histoire avec Michaela, cet homme était déjà dans le collimateur de la police. Ils ont remarqué qu'il envoyait des cadeaux, des lettres et de l'argent à de nombreuses filles. Certaines lettres contenaient des citations bibliques avec des phrases soulignées telles que « Je t'ai choisi » et « Reste avec moi ». Certains parents des filles se sont adressés à la police et Binder a été interrogé. Il a prétendu qu'il voulait seulement établir des relations amicales. Lors de l'enquête, qu'il avait été licencié du service social au Colorado en 1985 pour avoir recueilli les adresses et les informations personnelles des clients, à qui il envoyait ensuite des cadeaux et des lettres. Les policiers ont fouillé sa camionnette et ont trouvé de nombreuses photos et des extraits de la Bible répartis à l'intérieur. Il s'est avéré que l'homme avait déjà été arrêté pour avoir tenté d'inviter quelqu'un dans sa camionnette, mais aucune accusation n'a été portée. Binder visitait également fréquemment les cimetières et y passait beaucoup de temps. Des faits encore plus troublants sont apparus lorsqu'il a été révélé que, 6 mois avant l'affaire Michaela, une fille nommée Amber avait disparu près de sa ville. Binder a contacté la mère d'Amber, a offert son aide et lui rendait souvent visite chez elle. Il a également écrit une lettre à la police dans laquelle il prédisait ce qui pourrait se passer lors du prochain crime similaire et avec qui. Quelques mois plus tard, cela s'est confirmé dans l'affaire Michaela. Dès le début des recherches, Binder appelait fréquemment la mère de Michaela, lui rendait visite chez elle et offrait son aide. En décembre 1988, il a envoyé une carte de Noël à un profileur du FBI sur laquelle une fille montrait 4 doigts. Quelques semaines plus tard, il a de nouveau deviné l'âge de la prochaine fille disparue. Malgré la série de faits étranges qui ont conduit à des preuves indirectes, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour sa maison, où il vivait avec sa femme. Cependant, ils n'ont trouvé aucune preuve le liant au crime. Lorsque des informations sur le comportement suspect de Binder ont été publiées dans les journaux, le public a commencé à le tenir responsable de tous les cas similaires dans la ville. Cela a compliqué sa vie, et lui et sa famille ont poursuivi les autorités municipales pour diffamation et ont gagné le procès. La police l'a surveillé pendant plusieurs mois, mais a finalement conclu qu'il ne pouvait le lier à aucun crime. Certains enquêteurs pensaient que bien que son comportement soit étrange, il n'était pas dangereux. En conséquence, la police s'est concentrée sur la recherche d'autres suspects. Une nouvelle piste sérieuse n'est apparue qu'en décembre 1992.
4 ans après l'affaire Michaela. Un détenu de l'Indiana purgeant une peine de 11 ans a contacté la police et a affirmé qu'il savait qui avait commis ce crime. Il a expliqué qu'il avait aidé à cacher des preuves dans le parc où des traces avaient été trouvées plus tard. Au début, les enquêteurs n'y ont pas prêté attention, mais le détenu a écrit une lettre à l'un des principaux journaux de San Francisco. Après la publication de son histoire, la police a été fortement critiquée. Sous la pression du public, ils ont décidé d'interroger le détenu, qui a promis non seulement de montrer l'emplacement des preuves, mais aussi de les conduire au coupable. Il a été amené en Californie et s'est rendu sur les lieux avec la police. Le détenu a affirmé que les preuves étaient enterrées dans un champ de glaïeuls, et les agents ont concentré tous leurs efforts sur cette zone. La recherche a duré de 8 heures du matin, jusqu'à ce que le détenu admette soudainement qu'il avait tout inventé. Il a expliqué qu'il voulait donner à la famille de Michaela l'occasion de tourner la page. Au lieu de cela, les proches de la jeune fille et la police se sont mis en colère. Le détenu a reçu 6 ans et demi de prison supplémentaire, ce qui a porté sa peine à près de 20 ans. De plus, il a été condamné à payer une indemnité de $6 000 à la famille de Michaela. Le prochain suspect est apparu en août 2000. La police a arrêté Curtis Anderson qui était soupçonné d'un crime similaire commis 1 an plus tôt à Vallejo. Il a avoué sa culpabilité et a été envoyé en prison, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'il pourrait également être impliqué dans d'autres affaires. Cela n'a pas été confirmé pendant 7 ans, jusqu'à ce que Curtis contacte le FBI. L'homme, qui souffrait de graves problèmes de santé, a expliqué qu'il voulait avouer d'autres crimes. Selon lui, il était impliqué dans 13 autres incidents qui se sont produits à différents moments. L'un d'entre eux concernait Amber, qui avait disparu 6 mois avant Michaela. Curtis a donné des détails suffisamment précis pour que les enquêteurs concluent qu'il était effectivement impliqué. Cependant, il n'a pas été possible de prouver sa culpabilité, car aucune preuve physique n'a été trouvée. En ce qui concerne Michaela, Curtis a nié son implication, bien qu'il ait conduit une voiture correspondant à la description de Katrina à l'époque. Les agents du FBI prévoyant de poursuivre les interrogatoires. Mais ils ont eu des difficultés avec Curtis. Un nouveau suspect est apparu en 2012. La police a reçu des informations d'un détenu qui affirmait que son codétenu, Loren Herzog, ressemblait beaucoup au portrait robot du suspect dans l'affaire Michaela. Les enquêteurs ont montré de l'intérêt, car Loren et son complice étaient déjà en prison pour d'autres crimes. Ils étaient suspects dans 19 affaires. Mais seulement quelques-unes pouvaient être prouvées. 1 mois avant que le codétenu de Loren ne se rende à la police, la même chose était arrivée à Loren qu'à Curtis. Mais les enquêteurs ont quand même décidé de vérifier son implication. Les photos de jeunesse de Loren ressemblaient vraiment au portrait robot, mais des preuves supplémentaires étaient nécessaires. Il a été décidé de creuser un puits dans lequel Loren et son complice avaient caché des preuves. Ils ont trouvé plusieurs milliers d'objets qui ont été examinés par des experts. Il s'est avéré que ces preuves étaient liées aux affaires de 5 autres filles, mais aucune d'elles ne correspondait aux échantillons d'ADN de Michaela. Après avoir examiné d'autres puits, les policiers n'ont de nouveau trouvé aucune preuve de l'implication de Loren. Un nouvel indice est apparu en 2018. David Mitch a été accusé d'un crime commis en 1986 près du domicile de Michaela. Les soupçons sur Mitch sont apparus grâce aux technologies modernes d'analyse ADN. Après l'incident, du matériel biologique a été trouvé sous les ongles de 2 filles, qui n'a pas pu être examiné à l'époque. Ce n'est que de nos jours qu'une analyse a été réalisée, liant Mitch à ces affaires. Au moment des nouvelles accusations, Mitch était déjà en prison. Les enquêteurs ont décidé de vérifier son implication dans l'affaire Michaela. Ils ont découvert que David se trouvait dans la même zone au moment de l'incident. Il correspondait également à la description de Katrina et possédait une voiture similaire. Étant donné que ces empreintes digitales étaient dans la base de données, les experts ont décidé de réexaminer l'empreinte partielle du scooter de Michaela. Bien que l'empreinte ne représente que 10% du total,
Ils ont réussi une percée dans l'affaire grâce aux technologies modernes. L'empreinte du scooter correspondait entièrement aux empreintes digitales de Mitch. En 2020, un homme a été gravement accusé, car l'espoir de retrouver Michaela s'était presque éteint. Il a catégoriquement refusé de reconnaître sa culpabilité, et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Au début de 2023, des audiences préliminaires ont eu lieu, au cours desquelles le juge a décidé que les preuves contre Mitch étaient suffisantes pour entamer le procès. L'avocat de Mitch a tenté de contester les preuves, affirmant que l'empreinte digitale sur le scooter ne prouvait pas l'implication de son client dans le crime. Cependant, cette affirmation semblait douteuse, car le scooter avait été intentionnellement placé à la porte arrière de la voiture pour donner une fausse impression. L'avocat a également contesté l'accusation au premier degré et a déclaré que l'absence de preuves clés signifiait l'absence de preuves. Mais cette affirmation n'est plus pertinente aujourd'hui. Autrefois, de telles accusations sans preuves clés étaient rares, mais aujourd'hui, l'approche a changé. S'il y a suffisamment de preuves indirectes, on peut presque être certain qu'un résultat tragique est présent. De plus, Mitch a montré toute sa vie une inclination pour les délits. Le père de la jeune fille a voyagé depuis un autre État pour assister à la conférence de presse annonçant l'arrestation de Mitch. La mère de Michaela, qui avait espéré toutes ces années retrouver sa fille, n'a pas pu assister en raison de graves problèmes de santé. Elle n'a pas pu assister au procès, mais a remercié les enquêteurs pour leur persévérance et pour avoir découvert la vérité malgré les longues années. La police a déclaré qu'elle continuerait à rechercher des preuves clés et a offert une récompense de $10 000 pour toute information utile. Le procès contre Mitch, qui comprend 3 affaires, devrait bientôt commencer. L'affaire Michaela et 2 filles sous les ongles desquelles son ADN a été trouvé. Au départ, l'accusation prévoyait une peine sévère, mais le procureur du district a ensuite changé dans cette juridiction. La nouvelle procureure, Pamela Price, a modifié la décision. Maintenant, même si Mitch est reconnu coupable dans les 3 affaires, il ne risque plus une peine de prison à vie, mais seulement quelques décennies en prison. Cette décision a suscité le mécontentement des proches et est devenue un sujet controversé dans les médias, et le seul partisan était l'avocat de Mitch. Cependant, étant donné que l'homme a déjà 62 ans, il a peu de chances de sortir de prison.